Bonjour, bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers le monde, vous suivez la Guinée en marche, troisième édition. Voilà, lentement et sûrement, nous réussirons à mobiliser toutes ces compétences vers la Guinée. Alors, c'est l'été à New York, il fait en ce moment très chaud. Et si vous arrivez pour la première fois ici aux États-Unis, sachez que vous n'aurez pas certainement besoin de vous attacher le cou avec une cravate. Surtout si vous êtes PDG ou encore un ministre, ou encore vous vous appelez Ibrahim Koné de la Guinée. Alors, un seul t-shirt, voilà, ça vous sied le mieux. L'été aux États-Unis, c'est surtout la période des grands événements, des grandes manifestations. Ce sont des symposiums, des conférences, des activités culturelles ici et là. Des reportages, nous en avons deux pour vous ce soir. Vous aurez Mouktar Gabaté, MMD Shipping. Il fait le transport des marchandises vers la Guinée et dans certaines villes de la sous-région. Ce soir, dans cette émission, vous aurez également la convention de la jeunesse africaine ici aux États-Unis, dont le thème est la jeunesse africaine face aux défis de l'intégration américaine. État des lieux et perspectives. À tout à l'heure. La jeunesse africaine des États-Unis a décidé de se réunir, voilà, de se rencontrer pour discuter, trouver des solutions à leurs problèmes de tous les jours, à savoir les problèmes de l'immigration, de l'éducation, les logements sociaux et tant d'autres, aussi bien sûr, voilà, leur participation au développement de leur pays respectifs. Alors à cette occasion, ils ont invité une pléiade de personnalités à travers l'Afrique. Vous avez notamment Honorable Amadou Thiam, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Mali. Et vous avez également Pascal Diké. Pascal Diké est le président du Congrès international de la jeunesse. Les Guinéens ne se sont pas fait compter. Une forte délégation a été présente et conduite par son président, le président du GICA, Abdoul Diallo. Voilà. Abdoul Diallo qui est donc le président de GICA New York, New Jersey et Connecticut. Au cours de cette rencontre, vous allez écouter le témoignage très poignant d'une dame, une Guinéenne, Fatmata Keïta, qui retrace un peu sa vie ici aux États-Unis avec des débuts très difficiles. Entre espoir et persévérance, elle réussit au fil des années à construire son propre business. Suivez. La jeunesse africaine face aux défis de l'intégration américaine, états et lieux, tel est le thème de cette première édition organisée par les communautés de la CEDEAO aux États-Unis. Les panélistes et spécialistes des grandes questions sociétales africaines se voulaient de proposer et trouver des solutions aux problèmes de logement, d'immigration, d'éducation, de l'emploi auxquels sont confrontés tous les jours les Africains vivant aux États-Unis. Au cours de ce grand rendez-vous de la jeunesse africaine, les panélistes sont longuement intervenus sur la question de l'investissement en Afrique. Cet événement non moins important a réuni une poignée de personnalités de différents pays comme l'honorable Amadou Thiam, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Mali, son Excellence Christophe Kouakou, consul de l'ambassade de Côte d'Ivoire et membre du Conseil diplomatique africain, M. Pascal Diké, le président de la Chambre internationale de la jeunesse, avec la présence remarquée de certaines associations estudiantines, des hommes et des femmes d'affaires qui évoluent dans le formel et l'informel. La délégation guinéenne vivement représentée a été conduite par M. Abdoul Diallo, président de GICA, l'association des Guinéens vivant à New York, New Jersey et Connecticut. Il s'est réjoui de l'engouement suscité par la jeunesse de donner à la communauté africaine ses lettres de noblesse. Pour M. Abdoul Diallo, les jeunes doivent profiter des atouts de ce pays qui leur offre des opportunités de réaliser leurs rêves américains. Alors, il les exhorte à leur tour de faire profiter de leur expertise en se mettant au service du continent africain. Vous toutes et vous tous,
vous donnez l'image d'une jeunesse dynamique, engagée et motivée. Une jeunesse qui fait vivre les valeurs de notre continent en terre étrangère. Et je le dis, quel meilleur apprentissage civique que de servir comme jeune. C'est aussi cela, apprendre à vivre en communauté, adhérer à des valeurs, progresser en groupe, comprendre que l'unité est utile pour se construire. Au terme de cette journée importante, de cette journée que je suis heureux d'avoir pu partager avec vous, j'ai un ultime message à vous adresser. Vous avez l'avenir devant vous, vous êtes l'avenir et vous êtes le futur du continent africain, vous êtes le futur de ce pays là où nous sommes, étant un pays d'opportunité. Quels que soient les choix de vie, le choix professionnel que vous ferez, cet engagement de jeunes est et restera pour vous une chance incroyable, un souvenir inoubliable. Celui de participer à une aventure exemplaire au service du continent, mais de la communauté aussi. Un continent africain qui mérite d'être défendu et valorisé. Et vous en êtes l'un des plus beaux visages. Soyez alors fiers de cela, soyez fiers de servir, soyez fiers d'en être les premiers à prendre le pas devant nous autres qui sommes là il y a longtemps. Merci à vous et merci de votre engagement et merci pour tous. Merci. Cette plaidoirie a été corroborée par le souhait de l'honorable Amadou Thiam de voir le Mali et l'Afrique se développer à travers l'appui de la diaspora en tenant compte d'abord des notions de bonne gouvernance qui les préparent pour l'avenir. Je vous félicite pour cette initiative et je dirais que il est important que nous mettions toujours l'accent sur les questions de gouvernance, surtout quand on parle de bonne gouvernance. Et ce que vous faites ce soir est une preuve que vous êtes sur cette lignée, parce que quand nous parlons de bonne gouvernance, il ne s'agit pas seulement de bonne gouvernance sur le plan administratif ou financier, mais je pense que même sur le plan associatif, le plan des partis politiques, il faudrait que la bonne gouvernance soit un mot de tous les jours. Je le disais un jour, dans les partis politiques de façon générale, la bonne gouvernance doit se pratiquer au sein de ces partis politiques. Ça veut dire qu'on a une gestion financière, ça veut dire que nous devons réfléchir sur les questions nationales, mais ce n'est pas une fois au pouvoir qu'on apprend la bonne gouvernance. Donc, au niveau des associations également, il est important que cette même bonne gouvernance se fasse sentir. Nous avons constaté au niveau de la société civile dans certains pays, il y a des gens qui sont présidents d'associations de jeunesse à vie et très souvent les fonds ne sont pas bien gérés et il n'y a pas de compte à rendre. Et moi je pense qu'on a souvent un commissaire au compte. Ça c'est des fonctions qui nous préparent à des plus hautes fonctions dans l'avenir. Le concept de leadership a été largement expliqué par Pascal Diké, le président du Congrès de la jeunesse mondiale. Elle se fonde selon lui sur la notion de responsabilité et non de désignation, et je cite, « On peut être leader partout où on vit, on n'a pas besoin d'être un président ou gouverneur ou maire, on peut l'être aussi dans sa communauté, dans sa famille. » Après la signature du livre et ouverture des tables rondes, la Guinéenne Mme Oumou Salamata Keïta a bouclé la boucle avec un témoignage émouvant qui retrace sa vie aux États-Unis. De la tresse à la caissière de transport en commun, vente de beignets et de plastique, elle a essuyé toutes les souffrances et humiliations au prix de la réussite. Aujourd'hui, elle est propriétaire d'un restaurant qu'elle a racheté sur fonds propres, un véritable modèle d'intégration et d'exemple à suivre. Donc, et comme j'étais sans papier à l'époque, la seule option c'était les tresses. Je partais dans les salons de nos parents, on se moquait de moi qu'elle vient d'arriver. Et finalement, j'ai eu une dame qui m'a acceptée et qui, après, m'a humiliée à plus de 2 reprises. J'ai préparé des repas. Certains voient les gâteaux là. J'ai grillé des gâteaux, j'ai fait du djinjan, du dégué que j'ai vendu ici. Et il y avait les jeunes femmes africaines qui se moquaient de moi. Regarde-toi, une jeune intellectuelle qui vend du manger dans la rue. Pourtant, tu peux
même à travers ton sourire, tu pourras bien vivre ici à New York. Tu as l'opportunité. Je leur ai dit, peut-être il aurait connu New Combination. C'est un restaurant nigérien qui a fait presque 20 ans que j'ai racheté des mains des Nigériens qu'aujourd'hui, dont je suis la propriétaire aujourd'hui. Monsieur Abdoul Diallo, bonjour. Vous êtes le président, voilà, je vais lire ce qui est juste en face de moi, du conseil des présidents d'associations. Et puis ce que je connais bien sûr, c'est que vous êtes le président de GICA, qui est l'association des Guinéens, Connecticut, New Jersey et New York, bien sûr. Alors aujourd'hui, vous faites le buzz sur les réseaux sociaux, votre image passe de commentaires pour ce que vous faites pour la diaspora. Alors aujourd'hui, c'est une preuve. Le thème de ce soir est révélateur, je vais le lire, c'est jeunesse de la diaspora africaine face au défi de l'intégration américaine. Alors, à comprendre, c'est tout un travail à faire pour recevoir la jeunesse africaine, guinéenne, qui vient ici aux États-Unis. Alors, comment se passe l'intégration? Écoutez, pour le moment, mieux qu'elle ne se passait comme avant, comme vous l'aviez dit, nous avions maintenant un bureau sur place qui essaie de gérer, essaie de faciliter un peu l'intégration dans la communauté des Guinéens ou des étudiants qui viennent. Nous avions déjà réussi à nous connecter avec l'association des étudiants guinéens aux États-Unis ici, qui avec eux on a établi un programme où tout étudiant ou toute personne qui viendra, ça c'est dans le cadre des études, comment est-ce qu'ils peuvent réellement guider les pas de ces étudiants pour s'intégrer. Nous avions d'autres domaines, par exemple ceux qui ne sont pas là pour les études, où nous avions maintenant un bureau qui se charge de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ces personnes, jeunes guinéens ici, qui sont diplômés, qui ont des masters, des doctorats, plus diplômés que moi, mais qui travaillent dans l'informel, qui conduisent le taxi. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'expérience. Aux États-Unis, c'est l'expérience avant tout. On regarde ton expérience, après on regarde ton diplôme, et puis pour que tu puisses. Donc nous encourageons les gens, surtout ceux qui viennent maintenant, ayant compris ça, nous les encourageons, ok, faites le taxi un tout petit peu, mais que ce soit un moyen pour que vous partiez à l'école, que ne vous en preniez pas complètement. C'est-à-dire que ce soit un moyen de subvenir à quelques besoins tout en cherchant l'expérience. On se souvient, il y a de cela quelques années, lors de sa visite ici aux États-Unis, Madame Kaba Feu Rogui Barry, voilà, qui a rencontré donc le Haut Conseil des Guinéens de l'extérieur. Son souhait était de voir cette institution au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qu'elle puisse défendre ses intérêts. Alors, est-ce que cette lutte aujourd'hui, vous continuez aujourd'hui cette lutte? Absolument. D'ailleurs, je suis revenu de la Guinée, ça fait à peu près une semaine. Ça a été l'un des points que j'ai débattu avec notre ministre de tutelle, son Excellence Adjama Kale Kamara. Et c'est effectivement, il faut qu'il y ait normalement Madame Paix à son âme, Madame Ba avait mis déjà sur pied, elle avait commencé à travailler sur le projet de loi où on devait avoir le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger avec une représentation dans les institutions. Et ceci est nécessaire, il faut qu'une institution pareille existe. Parce que c'est une institution pareille qui peut réellement être le véhicule, le lien qu'il va avoir entre les gens de la diaspora ici et le pays. Voilà, honorable Amadou Thiam, bonjour. Vous êtes le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Mali. Merci d'être venu à cette rencontre de la jeunesse africaine. Alors, comment voyez-vous la dynamique dans laquelle la jeunesse malienne s'épanouit ici aux États-Unis? Je vous remercie. Tout d'abord, je salue l'initiative de cette jeunesse malienne ici à New York, et qui est très motivée, qui est très dynamique. Et je pense que la question qui est au cœur des discussions de ce soir vient à point nommé. Et je pense qu'il est important, surtout vu la dynamique actuelle des États-Unis, que la jeunesse malienne, africaine, puisse vraiment se donner les moyens de faire cette réflexion lui permettant de mieux s'intégrer. Et au-delà de cette intégration au niveau des États-Unis, de réfléchir aussi par rapport à leur contribution pour la construction, pour le développement de leurs nations respectives. Et je pense qu'ils sont déjà sur cette lancée, c'est à saluer. Et nous, en tant que députés, nous ne pouvons que les encourager sur ce chemin, les assister et faire en sorte que
notre pays qui est le Mali puisse avoir une politique les permettant, eux Maliens de la diaspora qui sont dans des domaines divers d'activité et qui sont très souvent des champions dans les questions de technologie, de développement, des questions économiques et financières, que nos États respectifs puissent mettre en place un mécanisme, un système qui puisse faire en sorte que nous puissions profiter, faire en sorte que la diaspora malienne, surtout la jeunesse, puisse participer, contribuer au développement de nos nations et de nos différents États. C'est vrai, moi c'est personnellement l'une de nos ambitions et de nos objectifs en tant que leader politique que nous avons suggéré depuis plusieurs années à l'État du Mali pour que les Maliens de la diaspora puissent avoir des députés à l'Assemblée nationale, les permettant de participer de façon plus constructive et de façon plus inclusive au développement de l'État. Cela va prendre combien de temps? Je dirais bien que les travaux sont en cours, je le dirais ainsi, et il s'agira bien sûr d'un éveil de conscience politique. Et également, cela dépendra aussi de l'organisation de la diaspora malienne à l'étranger, qui est l'une des diasporas les mieux organisées africaines au niveau mondial, qu'il faut reconnaître. Et je suis sûr qu'avec cette organisation, ils y arriveront très bientôt à faire comprendre au gouvernement malien qu'il est temps pour eux d'être représentés au niveau de l'hémicycle, chose qui les permettra très aisément de pouvoir faire en sorte que les Maliens qui sont à la diaspora puissent contribuer au développement et faire en sorte que leurs intérêts aussi à l'étranger puissent être mieux protégés par les différentes représentations consulaires diplomatiques qui se trouvent dans ces pays d'accueil. Je vous remercie, Honora. Merci. Voilà, toutes mes félicitations. Vous avez été vraiment impressionnante sur la scène. Vous avez reçu des pluies d'applaudissements. C'était vraiment intéressant. Alors, quel est le message que vous lancez à travers tout ce que vous avez dit? Il faudrait que nous parvenions nous-mêmes à assumer notre avenir. Il faudrait que nous assumions nos actes et nous assumons nos réussites et nos échecs. Cela nous permettra vraiment d'avancer vers de nouvelles perspectives. L'intégration ici, il y a aussi, vous avez entendu votre président, Abdoul, qui a parlé de la participation de la diaspora des Guinéens au développement du pays. Est-ce que vous y pensez? Soutenir ceux qui sont au pays, c'est construire des villas, des maisons à étages, non. Mais plutôt, il faut créer des activités pour eux. C'est-à-dire, au lieu de leur donner tout le temps du poisson, moi j'ai toujours cru à ça, au lieu de offrir tout le temps du poisson, apprendre-les à pêcher. Si je veux donner à quelqu'un, je n'aime pas donner tout le temps $50, $100, non. Mais je te dis, écoute, trouve une activité. Si tu as une petite place, par exemple, une boutique, tu veux vendre, même si c'est de l'eau, les sachets d'eau, je suis prête à te financer. Abdraman Diallo, le président et fondateur des étudiants de Guinée résidant ici aux États-Unis. Alors, en quoi consiste votre association? Ici, on a le besoin ici de créer une association pour les étudiants guinéens qui résident aux États-Unis. Parce qu'ici, il y a beaucoup des organisations ici, des Guinéennes organisations, mais on n'a pas une organisation ici qui s'occupe des étudiants d'ici. Donc, on a vu ici l'obligation ici de créer cette organisation ici pour aider les étudiants venant de l'Afrique, venant de la Guinée, c'est bien s'installer, trouver des gens ici, mais aussi les gens qui étudient ici, les aider à souder ensemble, les aider à avoir un travail, un stage après leur carrière éducative. Donc vous allez en Guinée pour organiser une conférence, c'est ça? C'est bien ça? C'est sur quoi? C'est sur ici, donner ici la naissance de l'organisation au pays, parce que l'organisation n'est pas connue au pays, donc c'est une initiative aux gens du pays de connaître qu'ici aux États-Unis, on a une organisation des étudiants de Guinée qui résident ici aux États-Unis. D'accord. Au cours de la conférence, vous allez encourager les jeunes Guinéens qui veulent aller, par exemple, ici, qui veulent venir ici aux États-Unis pour les études. Vous allez les encourager pour vous contacter, c'est ça?
Oui, on a deux points qu'on va, à travers cette conférence de presse, qu'on va élaborer. Le premier point est qu'on a un manque de crédibilité ici des étudiants guinéens qui demandent des visas d'étudiants. Parce que les ambassades ici n'ont pas de crédibilité pour ces étudiants. Donc, on va montrer d'abord à l'ambassade des États-Unis en Guinée qu'il y a des étudiants ici, des Guinéens qui viennent ici étudier puis rentrer. Donc, c'est une crédibilité. Le deuxième point est que dire que quand tu viens ici aux États-Unis, tu as une organisation que tu peux contacter et puis qui peut t'aider, qui peut te faciliter les choses sans aller très loin dans tes points de coup. Super, félicitations. Merci beaucoup. Voilà, je reprends. Bonsoir M. Salif Soussoumon, vous êtes le président du Conseil des jeunes. Alors, on a écouté votre allocution, vraiment toutes mes félicitations, c'était vraiment brillant. Vous avez évoqué un point révélateur, vous avez dit qu'il y a beaucoup de diplômés africains, mais à qui ne sont octroyés que des petits boulots. Alors, expliquez-nous cela. Oui, parce que nous les Africains, nous étudions, nous avons des diplômes, mais au niveau de l'emploi, nous sommes un peu barrés. Parce que manque de coopération entre nous, manque de lisibilité. Et il ne s'agit pas d'avoir un diplôme, il s'agit de se faire valoir, de vendre son savoir-faire. Nous les Africains, nous sommes toujours dans notre milieu, c'est-à-dire dans notre coin. Si on collabore ensemble, on travaille ensemble, on ouvre des entreprises ensemble, on coordonne nos forces, je pense que nous pouvons faire comme les autres communautés le font aux États-Unis. Par exemple, la communauté asiatique, indienne, ils s'entraident énormément. Quand quelqu'un a un boulot, il appelle l'autre. Mais avant d'appeler l'autre, il faut avoir son contact. Il faut avoir des initiatives pour qu'on puisse se voir, se connaître et se fréquenter. Je pense qu'ils disent que les Africains sont les plus grands diplômés parmi les immigrants aux États-Unis. Mais au niveau de l'emploi, on est derrière. You've been around the world to propose some solution to people. Bonjour, vous avez été à travers le monde donner des conférences. Dites-nous, est-ce que vous croyez que la diaspora africaine peut être la solution des problèmes, peut être le moteur de développement de l'Afrique? La réponse est oui. La diaspora africaine, à travers le monde, dans différents pays, surtout ici aux États-Unis, peut être l'une des solutions des problèmes de l'Afrique lorsqu'on tient compte de certains facteurs, par exemple du côté de l'éducation. It's available to them is the fact that they can begin to study some of the greatest countries of the world to understand how these countries were built. It means they have opportunity to go to school, acquire education, which I believe is the biggest gift anybody can give. Education liberates people, education opens your mind, it gives you the... Ils ont des relations, ils ont un bon network, ils ont des connexions, ils ont beaucoup de connaissances. Alors la réponse est oui. Why people must continue to live together. So with all those acquired and learned, then African diaspora have the necessary power, necessary connection, necessary network to be able to come back to their country and the continent to bring about the change. So the answer is yes, they do. Vous suivez La Guinée en marche. Pour ceux qui viennent de nous contacter, votre émission d'investissement de la diaspora guinéenne en Guinée. Voilà. À présent, Mouktar Gabaté. Mouktar Gabaté est un jeune Guinéen qui se plaisait à manger du sosoboraï dans son gros village à Boké ou encore du boraké. Alors, il ne se souciait pas ou il n'a jamais rêvé un jour de venir à l'aventure ici aux États-Unis. Mais le destin en a décidé autrement. Alors, venu malheureusement pour les obsèques de sa première épouse, il décide de rester et tenter sa chance comme des centaines de Guinéens ici aux États-Unis. Après avoir traîné sa bosse à travailler avec certaines compagnies privées, Mouktar a compris que seul en créant sa compagnie qu'il pourra se tirer d'affaire. Il crée alors, quelques années après, MMD Shipping, spécialisé dans le transport des marchandises en Guinée. Aujourd'hui, Mouktar Gabaté est en passe de devenir aujourd'hui le passage obligé de tous ceux qui envoient des colis en Guinée et en Afrique. Suivez.
Depuis près de 6 ans, Mokhtar a installé son office à New Guinzé, tout près du port, où il mène ses activités en toute sûreté et tranquillité. Bonsoir, je m'appelle Mokhtar Diabaté, je suis le PDG de MMD Worldwide Shipping. Ça c'est mon office et le magasin est par là. Je vais vous montrer le magasin. Et il y a d'autres personnes qui commandent à partir de l'internet. Dans n'importe quel pays que tu trouves, tu mets l'adresse, mon code postal et tu mets le nom de ma compagnie. On envoie les marchandises jusque là. Que ce soit en Guinée ou en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays du monde entier. Donc tu tapes seulement le nom de ma compagnie MMD. MMD, sa compagnie dont il s'agit, envoie et reçoit aussi de ses clients des commandes de pièces détachées, des voitures, du matériel de construction, des meubles, des sorbitières et turbines à glace, des appareils électroménagers et tant d'autres. Si tu dois commander comme ça, là, c'est des pièces de camions. C'est une compagnie qui a commandé ça. Donc, et ça aussi, ça c'est des portes qui vendent en Guinée, que c'est pour un customer. Tu n'as pas vu, c'est les marchandises là que je suis parti chercher la fois dernière à Virginia. Tu as vu comment j'ai habillé toutes les valises et tout ça là. Et il y a d'autres qui commandent même des matelas, les nouveaux matelas ou les matelas qui ont un peu utilisé et qu'on vend ça en Guinée là-bas. Donc ça c'est le magasin, c'est moi celui qui est là. Et c'est un moteur de Caterpillar comme ça là. Et ça là aussi, Ice Maker. Il fabrique la glace. Est-ce que tu comprends? Donc ça aussi, ça marche très bien en Guinée. Mokhtar sait que la réussite de son business dépend du bon service clientèle. Alors, il prend le soin d'habiller ses meubles pour les garder en bon état. Regardez comment j'emballe les fauteuils. Comme si les gens envoient des fauteuils. Aussi, moi-même, je vais chercher les fauteuils. C'est comme ça que j'emballe pour que ça soit très bien propre avant que ça rentre au pays. Et quand tu ne habilles pas le fauteuil comme ça c'est cuir pur. Est-ce que tu comprends? Donc il faut que tu habilles d'une manière que le customer, quand il voit sa marchandise comme ça, là, c'est très bon. Mais d'autres ne n'habillent pas. J'envoie les voitures, j'envoie les gros engins même. Les bennes, les bus, les school bus là qu'on appelle, les bus pour les élèves. J'envoie même les Caterpillar, les gros engins lourds là. Et si tu comprends, j'ai licence pour payer les véhicules pour les gens. Tu peux laisser en Guinée là-bas, rester en Guinée là-bas. Tu vas à Cardacam, je peux te donner même beaucoup de websites que toi-même tu as en Guinée là-bas dans ton bureau. Et tu peux fouiller sur l'internet quel véhicule que vous voulez. Vous m'envoyez seulement sur mon email et moi je prends c'est-à-dire dis la licence et je veux là-bas en procédant. Toi tu es en Guinée là-bas, c'est n'importe quel véhicule que vous voulez. Moi je peux acheter ça ici pour vous sans que vous vous déplacez en Guinée pour ici. En plus de la Guinée, il couvre plusieurs villes et celles de la sous-région. Je fais la Guinée, je fais la Côte d'Ivoire, je fais Mali, je fais Sénégal, je fais Banjul, je fais Cameroun, presque partout. Hein. Et je fais aussi Dubaï, port de Zahar, et c'est le port de Oman, on dit Sultan. Je fais ça aussi, j'ai des customers vers là-bas aussi. Aussi, je fais beaucoup de Côte d'Ivoire. La durée du trajet du bateau de New Guinzé à Conakry avoisine les 28 jours. Mais les conditions climatiques et des impondérants retardent l'arrivée du navire à temps convenu. Ce qui provoque un désagrément pour les clients qui ignorent tous ces détails. Non, parfois il peut y avoir des anomalies là-dedans, parce que dans n'importe quel business, il y a des anomalies là-dedans. Parfois il peut y avoir de retard du bateau. Sinon, Massline fait 28 jours d'ici Conakry. Mais parfois il peut y avoir de retard, parce que c'est Espagne qui est le centre de distribution. Parfois, qu'ici, ils n'ont pas beaucoup de conteneurs,
qui va vers chez nous, West Africa, comme Sierra Leone, Sénégal, la Guinée et Libéria. Il attend une semaine pour rassembler beaucoup de conteneurs avant que le navire bouge pour West Africa. Donc parfois ça peut faire un retard de 5 jours ou une semaine. Mais c'est rare que ça se fait ça. Surtout au moment que, ici qu'on dit que hiver, comment dirais-je, est-ce que tu comprends? Ça en ce moment, la mer parfois ça se congèle. Est-ce que tu comprends? Il y a trop de glace sur la mer. Parfois ça retarde le bateau. Ça parfois ça peut retarder. S'il faisait un bon chiffre d'affaires les années passées, la hausse exponentielle des taxes douanières sur l'importation des véhicules a changé la donne. Les clients se font de plus en plus rares et le taux d'exportation a réduit de moitié. L'an 2014, l'an 2015, ça marchait très bien parce que la douane guinéenne était bien. Et si tu comprends, la taxe douanière n'est pas tellement élevée. Il y a beaucoup de gens qui passaient par Guinée, qui envoient leurs véhicules en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Libéria et en Sierra Leone. Parce que je suis le seul qui a fait rentrer en l'an 2015 75 conteneurs en Guinée. Je suis le seul qui a fait rentrer 75 conteneurs en Guinée. Les Guinéens même qui sont là, c'est pas facile maintenant que beaucoup de gens qui payent le véhicule maintenant pour la Guinée. Parce que par exemple, quand tu payes un RAV4 ancien modèle à 96, à 96, 97, à 3500 en bon état que tu transportes, le transport va te coûter chez moi $1 300, ok? Ou dans le cas contraire, $1 200, ok? $1 200. Quand on va te dire que tu vas encore payer un autre $1 200 en Guinée pour le dédouanement, tu sais, ça ne sera pas facile. Il n'y aura pas beaucoup de gens maintenant qui vont payer le véhicule pour la Guinée. Dans les temps, le RAV4 là, on dédouanait en Guinée à 8 500 000. Maintenant que c'est parti dans les 13 millions, je ne sais pas. Autre souci pour les clients est le contrôle des marchandises à la douane qui ne se fait pas selon les règles de l'art. Ils se plaignent le plus souvent que les marchandises soumises à des vérifications engendrent des pertes de certains objets. Mokhtar Diabaté est clair là-dessus. C'est normal que la douane guinéenne doit ouvrir les marchandises, mais qu'il doit faire beaucoup attention pour quand on ouvre les marchandises des gens, pour ne pas prendre quelque chose là-dedans. Parce que nous qui envoient les marchandises, parfois quand tu ouvres les bidons ou des sacs ou des cartons, c'est normal. Pour fouiller toute marchandise qui rentre dans votre pays que vous devrez contrôler. Et pourtant, la douane est dotée d'un scanner mobile, un système qui assure un contrôle de vérification au peigne fin qui permet de visualiser, d'analyser les marchandises et d'en connaître le contenu sans avoir recours au déballage. Il y a le système de scanner, mais parfois même si on scanne, la douane a le pouvoir d'ouvrir toutes les marchandises qui rentrent dans le pays. Normalement, moi, mon représentant qui est là-bas, chaque fois qu'on ouvre les marchandises, il est là-bas. Quand on ouvre les bidons parfois, parce que moi j'ai un carton de cadenas là-bas, quand on ouvre les bidons des gens, après ça, parce qu'il y a d'autres qui se complaignent, parce que toi tout de suite là, M. Diabaté, quand tu me donnes un bidon tout de suite là, tu as le cadenas rouge là-dedans, que tu as mis, parfois même tu as le numéro de votre cadenas. Qu'on arrive à Conakry là-bas, la douane guinéenne arrive à ouvrir le bidon, et comme mon représentant qui est là-bas, mettre un autre cadenas. Parfois, le client m'appelle ici, crie, Diabaté, c'est que j'ai mis, moi j'ai mis cadenas rouge et j'ai trouvé cadenas blanc. J'ai dit, ok, c'est la douane qui a ouvert votre bidon, c'est pas moi. Parfois, d'autres se complaignent que, oh bon, il n'y a pas ça, j'avais mis quelque chose dans mon bidon, je n'ai pas retrouvé ça ou ceci, cela. Donc la douane aussi doit faire beaucoup attention à ça. Et si tu comprends, en ouvrant les marchandises des gens, quand on ouvre, on regarde quand il n'y a pas quelque chose là-bas qui va à l'encontre du gouvernement ou de l'État, qu'on doit remettre le marchandise là en place pour que moi je ne peux pas avoir de problème ici. Mais puisque tu dis que tu as un représentant. J'ai un représentant là-bas, mais qu'on doit dire ça aussi, que ça soit clair.
Si la douane ouvre quelque chose, quand c'est crayon qui est là-dedans, quand vous regardez le crayon là, il y a le gomme sur la tête, que vous remettez le crayon aussi, que le gomme se trouve sur la place. Pour que moi, je ne peux pas avoir des problèmes ici, quoi. Donc parfois, il peut avoir ça. Pour ça, bon, c'est rare que j'ai des complaintes pour ça qu'on ouvre l'air bidon. C'est ça, quoi. La diaspora guinéenne est l'une des plus nombreuses ou des plus importantes ici aux États-Unis. On les retrouve dans différentes sphères, secteurs de développement. Ce sont des businessmen, c'est aussi des cadres, des médecins, des professeurs, des ingénieurs, voilà, qui rêvent chaque jour d'investir dans leur pays. Mais l'absence d'un interlocuteur crédible pouvant garantir et conditionner leur retour pose problème. C'est pourquoi leur représentation au sein de l'Assemblée nationale est un impératif. C'est dans cette institution qu'ils pourront de vive voix défendre leurs intérêts. Par exemple, le problème d'emploi, par exemple de l'investissement, de salaire, d'emploi, comme je viens de le dire, également aussi de la création d'une banque de l'habitat à l'instar des autres pays africains, par exemple. Mais cela ne pourrait réussir que si les Guinéens unis sont unis au-delà de leurs différences politiques et de leur appartenance ethnique. C'est la lutte qu'a menée feu Mme Roguibari, Mme Kaba, ex-ministre des Guinéens de l'extérieur, il y a de cela 8 ans lorsqu'elle est venue rencontrer les Guinéens ici à New York. Réfléchissons tant soit peu. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Merci.